Et c'est parti pour notre avant-dernier cours de système informatique. Donc aujourd'hui, on regarde les serveurs de Microsoft Windows. Donc la majorité d'entre vous utilise, ou en tout cas la totalité d'entre vous a déjà utilisé un des systèmes d'exploitation de Microsoft, habituellement Windows 10. Mais il existe un autre système d'exploitation de Microsoft qui est le Microsoft Windows Server. Microsoft Windows Server, ça porte bien son nom, là, ça veut être un serveur. Donc, on va revenir un peu sur certains principes d'informatique puis de réseautique qu'on avait vu durant la première partie du cours pour être capable de venir placer le serveur dans cette topologie-là puis d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec. Fait on va regarder le rôle du serveur, on va aussi regarder le rôle du routeur dans un réseau. Donc, on va aussi regarder différents services qui sont offerts par les serveurs et les routeurs. Plus précisément, les serveurs DHCP qu'on utilise pour avoir des adresses, puis le service de domaine qui est utilisé dans toutes les compagnies, dans toutes les universités, qui est la manière que les comptes sont gérés. Ici, on va y aller avec les principes de Microsoft Windows Server. On va faire juste un petit rappel historique de qu'est-ce qui existe avec Microsoft Windows Server. Donc, si on se souvient de l'historique de Windows, donc l'historique de Windows, initialement, on avait eu deux lignées de Windows qui travaillaient en même temps. Donc, on avait le Microsoft Windows avec Windows 3.1, puis après ça, on a eu Windows 95, 98, 98 SE, Millennium. Mais à côté de ça, on avait, puis à côté, il y avait les Microsoft Windows NT. Bon, NT, on parle de 1996, là, c'était pour New Technologies. Fait que c'est les nouvelles technologies de 1993. En fait, la nouvelle technologie, une de ses grandes fonctionnalités ajoutées, c'était la capacité d'être relié en réseau avec d'autres ordinateurs, en fait. Donc, ça donne une idée de ce genre des nouvelles technologies. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le système d'exploitation New Technology, ou le NT kernel, a continué à évoluer de son propre bord, avec Windows NT 4, puis après ça, Microsoft Windows 2000. Donc NT 4 puis Windows 2000, c'était des systèmes d'exploitation qui ressemblaient à la version de Windows, mais qui utilisaient un noyau différent. Donc, on était capable de faire tout ce qu'on était capable de faire sur Windows, c'est juste que c'était un noyau différent qui était fait pour les entreprises, qui était fait pour les serveurs. Ultimement, dans ce moment-là, on avait la lignée de Windows qui arrivait à Windows Millennium là, à la fin des années 90, qui démontrait que le noyau de Windows à ce moment-là était un peu dans un coin. Fait que, on a eu ici une problématique où c'est que la version client de Windows était problématique. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le monde de Windows NT puis de Windows 2000, on dit, ben gars, vous avez juste à prendre on a juste à prendre notre noyau qui est plus stable, puis on peut construire un nouveau système d'exploitation là-dessus. Et qu'à partir de là, on a eu comme un tronc commun du noyau NT qui a été utilisé pour XP puis continuer dans cette lignée-là. Mais du côté serveur, on a quand même eu des systèmes d'exploitation qui ont été développés. Donc, on a eu la lignée de Microsoft Windows Server. Donc, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, parce que l'appeler le nom de l'année, c'était pas correct. 2012, 2016, puis on est maintenant à Windows Server 2019, qui est sorti en 2018.
parce que, encore une fois, de nommer des choses correctement, c'est extrêmement difficile pour Microsoft. Donc, on a une série de nouvelles sorties technologiques de Windows Server. Si on peut passer on travaille un petit peu rapidement sur c'est quoi les genres de fonctionnalités, c'est quoi les genres de features qu'un serveur peut ajouter par-dessus qu'est-ce qu'on est habitué dans un système d'exploitation normal. Fait que, on avait la possibilité, premièrement, Windows Server 2008 avait un support pour des réseaux IPv6 par défaut. Avant, il fallait que ça soit comme rajouté avec des drivers externes et ainsi de suite. Donc, c'était capable de gérer un réseau IPv6. Donc, la majorité des ordinateurs étaient capables d'avoir des adresses IPv6 déjà, mais d'être capable de faire la gestion d'un réseau, ça c'était un autre niveau de fonctionnalité. On a eu le principe d'avoir une installation par réseau qui était nouveau. Donc, d'être capable d'installer sur un ordinateur dans lequel tu n'as pas directement un accès physique. On avait des capacités de chiffrement, donc d'encrypter des données, avec un service qui s'appelle BitLocker, puis c'est devenu par la suite un service qui est disponible pour Windows en général. On a IIS qui devient... on a eu aussi un mode d'utilisation sans interface graphique. Donc jusqu'à présent, il fallait tout le temps avoir c'est le même principe. Tu installais Windows, puis tu avais la fenêtre avec le Windows 2000 démarrer, tout le kit. Avec Windows 2008, c'était le premier qu'on n'avait plus besoin d'interface graphique. Ils ont appelé ça Server Core, qui permettait une installation, mettons, dans des centres de données où c'est qu'il y a des centaines de milliers d'ordinateurs ou des affaires qui étaient plus conviviales, qui aussi venaient attaquer le marché des serveurs de Linux, qui étaient capables de faire ça depuis très 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 longtemps. On a eu IIS, qui est le serveur web. Donc, si tu veux déployer des sites web, il te faut un serveur de site web. Puis IIS, c'est la version de Microsoft qui vient avec Windows Server, c'est la version 7 à ce point-là. Puis, on a aussi la technologie de Hyper-V. Donc ça, c'était le nouveau, la nouvelle chose qui venait avec Windows Server 2008. Puis, c'était pour de la virtualisation. De la virtualisation qu'on a vu au début du cours. Donc, on a Hyper-V qui me permet d'avoir un environnement de virtualisation à l'intérieur du serveur pour être capable de virtualiser d'autres systèmes d'exploitation. Après ça, on a, pour le principe, on a un paquet d'éditions. Ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'il y avait le droit de quoi. Donc, avec le temps, c'est assez effrité là, comme pour Windows normal. Donc, ensuite, on a Windows Server 2012 qui vient avec une nouvelle version d'Hyper-V, une nouvelle version de IIS. Donc ici, une nouvelle version du PowerShell. Donc, on a vu dans les dernières semaines comment utiliser le terminal Bash sous Linux sur Windows. Il existe en fait deux terminals différents, deux applications différentes. L'invite de commande, qui est celui qui est basé sur le MS-DOS de 1985, qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités, puisque Microsoft travaille beaucoup sur que faut tout soit compatible avec tout. Ça a gardé les mêmes opérations, puis c'est très 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 limité parce que ça a été développé au début de l'ère informatique. Fait qu'ils ont décidé d'avoir une deuxième version qu'ils ont appelée PowerShell. Puis PowerShell, elle, a eu plusieurs versions à l'intérieur. Je pense qu'on est rendu à la version 7 en ce moment. Puis c'était une des fonctionnalités principales de 2012. On a eu aussi ReFS, qui était un nouveau file system, un nouveau système de fichiers. Donc, à la place d'utiliser le NTFS, c'était une nouvelle version plus moderne qui permettait de faire plus facilement des backups, faire une couple de choses de plus. Ensuite, version 2016, on a encore une fois une nouvelle version d'Hyper-V, une nouvelle version PowerShell, puis on avait l'option de Nano Server. Donc, le Nano Server, le principe, c'est d'avoir une version diminuée ou en fait minimalisée pour rouler sur du matériel léger, qui n'est pas capable de tout gérer tous les services possibles, mais qui va quand même être capable d'installer avec Windows. Parce que Linux, une de ses grandes forces, c'est que ça peut rouler sur n'importe quel système. Donc, Microsoft voulait une partie de cette carte-là,
Fait qu'ils ont développé l'option Nano Server pour être capable de faire ça. La dernière version 2019, okay, c'est plus sur la virtualisation qui ont été. Fait qu'ils ont travaillé sur un logiciel d'orchestration de conteneurs. C'est pour des environnements séparés. Là. Donc, qui s'appelle Kubernetes. Il y a des machines virtuelles plus sécurisées. Il y a un outil de connexion OpenSSH qui est installé par défaut, qui n'était jamais installé auparavant. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment un tournant plus infonuagique, hein, qui est le futur de l'informatique en ce moment. C'est là que Windows Server essaye de s'en aller avec les tendances du marché. Le principe, quand on installe le serveur, c'est qu'on va avoir différents services, hein, différentes choses que je veux que les serveurs soient capables de faire. Comment est-ce que ça fonctionne sur Windows Server? C'est le principe de rôle. Donc, quand on a un rôle sur un serveur, en gros, c'est un service, c'est une activité que je veux laisser faire à mon serveur, que je veux que le serveur soit capable de gérer. Donc, quand tu es dans ton environnement de Windows Server, ce que vous allez regarder la semaine prochaine, il y a une place où c'est que tu peux choisir les différents rôles. Et ça va nous permettre de gérer les différents éléments de cette partie-là. Donc, de partir ce programme-là, d'être capable d'avoir des fichiers de configuration, puis d'être capable de gérer tout ça. Donc, ici, on a une liste rapide là, de c'est quoi les services de base qu'on est capable de regarder. Donc, serveur de télécopie, c'est plus exactement un fax, c'est pas la chose la plus intéressante de nos jours. Mais on peut voir ici le Hyper-V pour la virtualisation, un serveur DHCP, un serveur DNS. Hein, donc, on sait c'est quoi les serveurs DNS, on est capable d'en avoir un sur Windows Server. On a un serveur web avec IIS, comme je vous parlais. On a beaucoup de services qui parlent de Active Directory. Donc, Active Directory, on va voir qu'est-ce que c'est. C'est un annuaire informatique. Donc, on va en jaser tantôt. C'est une grande partie de qu'est-ce que Windows Server offre. Fait que on a ensuite, on prend un petit spin et on va parler un peu de l'architecture d'un réseau. Donc, quand on va parler de services, quand on va parler d'activités qu'on veut faire sur un réseau qui pourrait être offert par un serveur, on va premièrement jaser de notre réseau domestique qui va gérer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pouvez écouter le cours? On a parlé ici d'un routeur dans notre maison qui permet d'intégrer plusieurs services. Donc, habituellement, on va avoir un modem. C'est ça qui est la machine qui est gérée par ton fournisseur d'accès Internet, ton ISP, ton Internet Service Provider. C'est lui qui te permet d'aller sur Internet. Puis, à partir de ça, le modem peut intégrer dans un routeur ou même souvent aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces deux objets-là, c'est juste une machine. Donc, quand tu veux avoir l'Internet chez vous, tu as un bidule dans lequel il y a quelque chose qui se connecte à l'extérieur, que ce soit le câble ou que ce soit une ligne téléphonique ou que ce soit de la fibre optique. Puis, on a quelque chose qui se connecte à l'intérieur de ta maison, soit ici par sans fil ou directement filé à quelque chose. Oui, on a une question de Jacob. Qu'est-ce que tu veux dire par point d'accès? Le principe, c'est que le modem, tu peux avoir un accès direct à Internet. Tu peux brancher directement ta machine dedans. Tu peux faire ça. Mais tu ne pourras pas partager cette connexion-là. Est-ce que ça... Oui, grandement. On va voir que le routeur, il fait plein de choses, dont une barrière de sécurité pour éviter beaucoup de problèmes avec un accès direct à l'Internet. Donc, c'est pas conseillé de brancher directement ta machine sur ton modem. Comme dans des moments de débogage, ça peut être intéressant de juste vérifier comment est-ce que ça fonctionne quand même, mais habituellement, le routeur,
fait un paquet de choses, en fait. Donc, le routeur, dans un domaine résidentiel, c'est beaucoup plus qu'un routeur. Comme ils ont utilisé le mot routeur parce que c'est comme une des fonctionnalités principales, mais c'est un routeur qui va faire des liens entre des réseaux, hein, donc entre le lien d'Internet puis le réseau local, mais ça va être aussi un pare-feu, un firewall, qui va permettre de justement filtrer les communications. Fait que lui, il va être capable de dire « Yo, il y a une communication qui s'en vient d'Internet, mais il n'y a pas personne qui a demandé ça, c'est pas supposé, il n'y a pas personne qui est supposé recevoir ça, je fais juste faire semblant que j'ai rien entendu, puis ça te protège d'intrusion. » Donc, le routeur fait ça automatiquement. C'est aussi un point d'accès sans fil, souvent le routeur. Hein? Donc, si ton routeur est wireless, puis si tu te connectes par wireless, il faut que tu aies un point d'accès quelconque, puis c'est capable de faire ça. On a aussi le principe d'une switch. Donc, si tu as plusieurs ports sur ton routeur, le fait d'être capable de gérer les différents ports, c'est un autre mécanisme. Okay? C'est habituellement une autre machine qui fait ça, c'est une switch. Fait que le routeur intègre le routeur à domicile, là, ce que nous, on appelle en tant que consommateur régulier un routeur. C'est un routeur, un pare-feu, un point d'accès sans fil, un commutateur, puis en même temps, ça a certains services, comme si c'était un serveur, comme un serveur DHCP. Donc, c'est capable de faire un paquet de choses pour toi. Dans une entreprise, ça va être quelque chose qui va être séparé en différentes machines qui vont faire chacune des tâches avec beaucoup plus de configuration, beaucoup plus de granularité, puis beaucoup plus aussi de performance ultimement. Parce que quand tu achètes un routeur, puis tu dépenses, admettons, une centaine de piastres, ben dis-toi que tu dépenses cette centaine de piastres-là sur 6-7 fonctionnalités. Donc, 5-6 fonctionnalités. Pour chaque fonctionnalité, ça t'a payé 20 piastres pour. Fait que, on a le routeur, puis on a aussi le modem. Donc, le principe, c'est qu'on a le routeur, on a ça qui est connecté au modem, puis il y a quand même un pont qui se fait entre les deux. Là. Fait que le modem a aussi des fonctionnalités intégrées. Des fois, c'est tout intégré à l'intérieur. Puis, il va être lui aussi capable de faire en tout temps un serveur DHCP qui va pouvoir te connecter de ton réseau extérieur à ton réseau interne. On va voir que tu as une adresse unique qui te permet de communiquer avec l'Internet, puis on va voir que ça devient ta passerelle par défaut. On va voir ce mot-là dans quelques instants. Là. Donc, quand on travaille avec ces différentes informations-là, on va utiliser les différentes couches qu'on avait vues dans le principe dans nos cours de réseautique. On avait les données d'application, on avait les données de transport, on avait les données du réseau, puis après ça, on avait tout le temps les différentes couches disponibles. Là, une des choses qu'on avait moins regardé, c'était le principe de la partie un petit peu plus physique de la chose. Donc, on avait parlé de la couche de transport qui me permettait d'avoir une adresse IP qui me disait la source, la destination, puis tu avais les données. Mais il y a une autre couche qui est la couche de liaison de données qui va utiliser une autre adresse. Donc, en plus de ton adresse réseautique, ton adresse IP, qui comme identifie, puis tu peux avoir plusieurs adresses IP en même temps sur le même ordinateur, c'est pas un problème. Chaque connexion physique, donc quand on parle d'une carte réseau avec un port, là, chaque port, chaque endroit où c'est que tu peux plugger un fil, ou sinon chaque antenne de sans fil. Donc, des fois, tu as 2 antennes pour la même connexion, là, mais pour chaque point de connexion sans fil, tu vas avoir ce qu'on appelle une adresse physique. Donc, chaque carte réseau que tu as sur ton laptop, admettons, ou sur ton ordinateur, vont tous avoir un numéro d'identification unique. Donc, en gros, ce numéro d'identification-là, il est engravé à la manufacture de l'objet. Donc, quand il est dans l'usine, okay, puis tu as ta carte réseau qui est en train de se faire mettre sur ton ordinateur ou sur ton laptop, ils vont mettre dans la mémoire une adresse spécifique qui va identifier de manière unique cette carte-là. Donc, ce numéro d'identification-là va être une série
de nombres en hexadécimal. Donc on peut voir ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de chiffres en hexadécimal, hein, donc de 0 à F, qui indiquent de manière unique ta carte physique. Et quand tu vas envoyer une information sur le réseau, il va toujours avoir l'adresse qui t'a été fournie ou l'adresse que tu as choisie ou qui t'a été donnée. Tu sais, ça peut changer avec le temps. Mais tu vas aussi avoir un lien puis une adresse physique qui va permettre de mieux être capable de voir qui c'est qui est où, qui c'est qui est en train de communiquer avec toi. Fait que le principe de passerelle qu'on parlait par défaut, le principe de passerelle, c'est quand je suis sur un réseau. Hein, fait que si je suis sur un réseau à domicile, quand je suis sur un réseau à domicile, on a toujours le masque de sous-réseau, donc tout le monde qui a la même partie de l'adresse IP. Donc tout le monde est sur le 192.168.1. quelque chose. Fait que là, à partir de là, chacun peut avoir sa propre valeur, donc .110, .111, .9, et ainsi de suite. Puis, quand j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur du réseau. Donc, quand je veux communiquer avec quelqu'un qui ne commence pas par 192.168.1. quelque chose, qu'est-ce que je fais? Ben, pour être capable de parler à cette personne-là qui n'a pas l'adresse de mon réseau, il va falloir que je sorte de mon réseau. Hein? Donc, il va falloir que j'aille parler à un réseau externe. Donc, pour parler à un réseau externe, il va falloir que j'aille parler à ce qu'on appelle la passerelle par défaut. En anglais, on appelle ça le default gateway. Hein? Donc, c'est la porte, c'est la passerelle vers les autres réseaux. Donc, habituellement, ça, c'est géré justement par le routeur, parce que le but du routeur, on va voir que ça va être de transiger de l'information entre des réseaux. Donc, il va y avoir une adresse que tout le monde va pouvoir connaître, qui va être l'adresse d'un des périphériques qui, lui, sait qui est connecté à d'autres réseaux. Donc, le principe, c'est que par réseau, il va seulement avoir une passerelle par défaut. Puis, à partir de là, la passerelle par défaut peut recevoir toutes les communications qui devraient aller à l'extérieur. Puis lui, il va gérer de l'envoyer à la bonne place. Puis quand il va recevoir la réponse, il va gérer de le renvoyer au bon endroit à l'intérieur du réseau local. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand je suis sur mon ordinateur, mettons, personnel, puis que j'essaye de communiquer avec un réseau externe, mettons, j'essaye d'accéder à un site, quand je rentre l'adresse, on avait vu avec le protocole DNS, on prend l'adresse, on transforme ça en adresse IP, puis je dis, ben, je vais aller chercher la page à cette adresse IP-là. Moi, je ne sais pas où là, cette adresse IP-là. Fait que j'envoie ça à ma passerelle, par défaut, qui va être mon routeur. Puis lui va communiquer avec l'Internet. Puis après ça, va recevoir la réponse, puis il va me la renvoyer sans que moi, j'aie connaissance de toutes ces transactions-là intermédiaires. Donc, à l'intérieur du même réseau, tu communiques avec la passerelle par défaut. Donc, dans un réseau local, c'est toujours 198.168.1.1 habituellement. Habituellement, ça va être la première adresse disponible du réseau. Fait que si on est sur le réseau 192.168.1, ben, c'est 192.168.1.1 pour notre réseau local. À partir de là, lui va être capable de communiquer avec le reste. Fait que ça, ici, on se souvient de ça, les principes de réseautique. Là, on vient de voir le principe des ressources d'accès à distance. On va parler un peu du rôle du serveur. Donc, qu'est-ce que ça veut faire un serveur dans un réseau? Qu'est-ce que ça va être capable de faire? Donc, le principe, c'est d'offrir des services, d'offrir des activités, d'offrir des gestions d'applications, des gestions de problématiques à plusieurs clients. Donc, à chaque tâche, à chaque rôle, à chaque activité, sur le Microsoft Server, ça s'appelle des rôles. Là. Donc, tu peux avoir plusieurs rôles. C'est pas exclusif. Donc, si on parle des différents rôles, admettons qu'on peut avoir sur Windows Server, on va parler des serveurs DHCP. On va voir c'est quoi tantôt le principe de DHCP.
on a des serveurs DNS. On a vu ça, ce principe-là. Donc, si tu veux être un serveur DNS, tu peux l'être à l'intérieur d'un réseau. Ça va être utile quand tu as besoin d'avoir une gestion interne. C'est, admettons que tu es sur le campus de l'école. Peut-être un jour, on va y retourner. Donc, tu es sur le campus de l'école, puis tu essaies d'accéder à un des sites de l'école. Ben, ça serait pas mal inefficace d'avoir toi qui demande à l'Internet c'est quoi l'adresse du serveur de l'IP de l'école parce que tu es déjà proche, là. Okay? Il y a déjà quelqu'un qui sait c'est où là, les services de l'école à l'intérieur. Donc, quand tu es sur le campus de l'école, il y a un serveur DNS qui est fourni à l'intérieur du campus de l'école qui va permettre de rediriger certaines adresses de manière plus efficace pour que tu n'aies même pas besoin d'aller sur l'Internet pour aller chercher une page. Tu vas juste être redirigé à l'intérieur du réseau pour être capable de facilement avoir accès à ça. Même principe, les serveurs web, hein? Quand on parle du campus de l'école, on a des sites web à l'école, donc il faut des serveurs pour être capable d'héberger ces applications-là, être capable de démontrer ces pages web-là. Donc, on a des serveurs web qui sont capables de le faire. On a des services de bureau à distance. Hein? Bon, c'est qu'est-ce qui est géré quand on utilise le VDI de l'école. Hein? Donc, tu peux te connecter à distance sur les ordinateurs. Ça prend un serveur pour être capable de faire ça. Ça prend différentes applications spécialisées. En fait, le VDI est offert par VMware Horizon, là, qui est un autre service sur un autre serveur, qui n'est pas le même que celui qui est montré ici, mais Windows Server peut aussi le faire d'une autre manière. On va avoir les services du Active Directory qu'on va rejaser tantôt. On va avoir le service de fichiers. Hein, donc, c'est aussi quelque chose qui est offert à l'école, que vous avez déjà pu utiliser. Donc, quand tu es connecté sur un ordinateur, puis tu as tout le temps accès à un drive de partage, hein, qui est comme ton drive personnel, que tu peux te déplacer de poste en poste, puis il va toujours être disponible. Ben, quelqu'un, quelque part, il faut qu'il y ait un logiciel qui gère ça, là. Donc, ce service de partage de fichiers-là, c'est des choses qui sont disponibles sur les serveurs. On va aussi voir les services de stratégie puis d'accès de réseau. Donc, quand tu te connectes, il faut que tu utilises ton mot de passe, il faut que tu n'as pas le droit de parler directement aux autres ordinateurs. Donc, toute cette gestion-là peut se faire sur les rôles de l'ordinateur. Donc, on peut avoir plusieurs serveurs qui sont capables de faire ça. Hein? Donc, on a des fois, ça peut être plusieurs rôles sur le même, mais souvent, dans des gros réseaux, ça va être un serveur pour chaque rôle, pour chaque service. Puis après ça, on va avoir des panoplies de clients qui viennent se connecter à ça, puis qui vont pouvoir communiquer avec chacun des serveurs au besoin. On va parler un peu, on a parlé de serveurs depuis tantôt là, qui peuvent rouler Windows Server, mais quand on a des gros réseaux, on a aussi le principe de routeur qui vient rentrer en jeu, qui est un principe important. Donc, nous, quand on est dans un domicile, okay, on en a juste un, habituellement un routeur dans la maison là, qui nous permet d'accéder à Internet, mais quand on est dans une grande entreprise, ça se peut qu'on doive créer plusieurs réseaux distincts. Okay, donc, à l'école, tu pourrais avoir un réseau pour, admettons, l'administration, hein, qui travaille entre eux. Tu pourrais avoir un réseau pour les différentes classes. Tu pourrais avoir un réseau pour l'environnement sans fil. Donc, ces réseaux-là ne devraient pas nécessairement se connaître, hein, parce qu'il y a un point de vue ici de sécurité, là, que si tu es dans l'administration, tu es en train de gérer les budgets de l'école, ben, ça serait intéressant d'être isolé, admettons, de tous les ordis, de tous les laboratoires. Juste en surface d'attaque. Donc, à partir de là, on a les routeurs qui vont permettre de faire ces transactions-là entre les différents réseaux qui vont venir nous aider. Puis, le principe d'un routeur, c'est vraiment un ordinateur juste miniaturisé puis spécialisé. Okay? Donc, le principe, c'est que ça a les mêmes composantes habituelles, mais il va y avoir habituellement des des systèmes d'exploitation spécialisés. Okay? Habituellement, les manufacturiers de routeurs ont des systèmes d'exploitation qui sont spécialisés pour ces machines-là, qui vont être capables de faire les
différentes actions qu'un routeur a besoin de faire. Traiter les différents paquets qui arrivent, être capable de changer de configuration, être capable de propager ces informations à d'autres routeurs, et ainsi de suite. Le principe des routeurs, c'est vraiment le fondement de qu'est-ce que nous, on connaît comme étant l'Internet. Donc, tu peux l'avoir comme étant, nous, voici ce que nous autres, on pourrait avoir. Là, on a un routeur à domicile, se connecte à nos modems, se connecte à l'Internet. Ben, l'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est une série de différents réseaux qui sont interconnectés entre eux. En fait, ici, la petite bulle d'Internet, là, il y en a 2 qui sont connectés ensemble, là, mais il y en a plusieurs millions de routeurs qui sont tous interconnectés ensemble, puis qui sont capables de faire traverser des paquets pour être capables de se rendre d'une place à l'autre. Donc, à partir de là, quand tu arrives puis tu ressors de comme l'Internet, tu vas arriver à un routeur, mettons, d'une centrale ou d'une succursale quelconque, puis à partir de là, tu vas avoir le réseau local qui va être géré. Fait que le but des routeurs, c'est quoi? Le but des routeurs, c'est, ça le dit dans son nom, hein, ça route l'information. Donc, le but du routeur, c'est de trouver un chemin, pour établir une communication. Fait que le but du routeur, c'est qu'il est capable de recevoir un paquet, donc une information que je veux avoir, puis à partir de cette information-là, il faut qu'il trouve où c'est qu'il faut qu'il envoie le paquet pour que ça se rende à cette destination. Quand tu y penses, c'est quand même assez complexe, parce qu'ici, on peut dire qu'on a 1 million d'affaires connectées de différentes manières. Donc, on va avoir... On en a connecté un ici, qui est connecté à lui, qui est connecté à lui. Lui, il est connecté à celui-là, lui, il est connecté à celui-là. Lui, il est connecté à celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Puis lui, il est connecté juste à celui-là, puis lui, il est connecté à celui-là, puis celui-là. Puis t'as ça ici, là. Puis là, tu dis, ben, moi, je suis ici, et je veux communiquer avec lui. Par où je passe? Fait que là, eux autres, il faut qu'ils décident, de manière automatisée, là, ça peut pas être quelqu'un qui fait la job pour eux autres, qui va automatiquement dire, ben, je passe par ici, j'arrive par là, là, je décide de passer par là, je décide de passer par là, puis là, je décide de passer par là pour créer le chemin qui est le plus efficace ou le plus stable ou dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, on a toutes ces possibilités-là qui viennent avec un paquet de routeurs. Donc, le principe des routeurs, c'est d'être capable de trouver les chemins. Puis, comment est-ce qu'ils vont faire pour être capable de gérer ça? C'est qu'eux, ils vont regarder la partie qui est importante pour eux. La partie qui va travailler sur le chemin du paquet. Donc, quand on parlait de notre stack réseautique, là, où c'est qu'on avait les premières couches qui étaient pour l'application, le HTTP, puis ainsi de suite. On avait après ça la couche de communication, c'était quoi comme l'adresse, l'URL ou des choses comme ça. Puis après ça, on avait notre couche IP, puis on avait notre couche d'adresse MAC qu'on a vu physique tantôt. Ben, c'est sur ce niveau-là qu'eux vont être capables de dire OK, ben toi, tu voulais parler à ce réseau-là, fait que moi, je suis capable de dire qu'il faut aller à ce réseau-là, il faut aller à ce réseau-là, il faut aller à ce réseau-là. Puis, une fois rendu là, on est capable de prendre la même information puis l'envoyer. Donc ici, le principe, c'est l'information reste pareille sur le top, là. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'existe pas. C'est juste que quand on traverse l'Internet, ils vont pas regarder qu'est-ce qui se passe là, parce qu'ils s'en foutent, en fait. Parce que eux autres, leur seul but, ça va être de gérer où c'est que c'est supposé s'en aller. Pas qu'est-ce que je suis supposé de faire avec une requête de demande d'une page web de telle affaire. Fait que le principe de routeur, ça va être capable de dire, ben tu veux te rendre à cette adresse-là, ben moi je sais que c'est tel autre routeur qui peut se rendre jusqu'à cette adresse-là. Puis lui, il va savoir quoi faire pour aller vers l'autre, il va savoir quoi faire jusqu'à temps que ça se rende. Donc, les routeurs, c'est vraiment les routeurs industriels. C'est vraiment l'outil qui va me permettre de trouver les chemins pour mes communications entre des réseaux larges, à ne pas confondre avec un routeur à domicile qui,
va router entre ton réseau local et l'Internet, et qui va aussi t'offrir une panoplie d'autres services, comme un point d'accès, une switch, un pare-feu. Donc, c'est capable de faire un paquet de choses. Parlant des choses que les routeurs domiciliaires sont capables de faire, notre prochain sujet, c'est le DHCP. Donc, le DHCP, qui tient pour le Dynamic Host Configuration Protocol, son but, c'est d'être capable de recevoir, en tant que nouvel ordinateur sur un réseau, une adresse IP, en ne sachant pas c'est quoi la configuration courante du réseau. Donc, auparavant, avant que ça existe, quand tu te connectais à un nouveau réseau, il fallait que tu saches c'est quoi l'adresse du réseau pour être capable d'assigner manuellement une adresse à ton ordinateur pour être capable de communiquer avec tout le monde sur le réseau. Mais, surtout avec l'avenue de plusieurs réseaux, de plusieurs ordinateurs sur le même réseau, qu'on continuait, puis qu'on changeait, puis qu'on ajoute, on en enlève, d'avoir des ordinateurs beaucoup plus portables qui doivent se connecter à différents réseaux à différents moments, d'avoir juste ces communications-là de manière manuelle, ça devient rapidement fastidieux. On veut avoir une méthode qui me permet de configurer automatiquement une adresse pour être capable d'être utilisée sur le réseau. Ben, le principe, c'est qu'il va falloir quelqu'un qui soit capable de gérer ça. Hein, quelqu'un qui a une liste de c'est qui est en ce moment sur le réseau, qui a quelle adresse, puis qui va être capable de dire « Ah, toi, tu veux une nouvelle adresse, ok, tu n'es jamais venu dans cette ville de réseau-ci, voici une adresse qui est disponible, tu peux l'utiliser, tu vas être bonne avec ça, puis il n'y aura pas de conflit avec personne. » Donc, le DHCP, ça permet d'avoir l'adresse, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, l'adresse du serveur DNS, donc en gros, toutes les informations nécessaires pour être capable de communiquer de manière normale sur un réseau. Donc, c'est la méthode de facto qui est utilisée partout en ce moment, là, okay, parce que c'est inutile de devoir configurer de manière manuelle des adresses IP. Donc, on a le DHCP qui me permet de faire ça. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant du DHCP? C'est que quand tu te fais attribuer une adresse, okay, ce n'est pas quelque chose de permanent. Donc, le principe, c'est que quand tu te fais attribuer une adresse, il y a un délai sur cette adresse-là. Donc, si, mettons, j'ai un portable, je me connecte à un réseau, je demande une nouvelle adresse, on me la donne, je me déconnecte, ben, après un certain temps, cette adresse-là va redevenir disponible. Fait que dans le protocole, il y a une manière de pouvoir renouveler son adresse si on est toujours là, si on est toujours dans le réseau. Puis il va y avoir aussi un délai pour dire que l'adresse n'existe plus, elle n'est plus disponible. Fait que comment est-ce que ça marche sur un réseau domestique? Ben, sur le réseau domestique à la maison, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir sur le routeur le serveur DHCP. Donc, si tu essayes de brancher, mettons, deux ordinateurs ensemble, là, les deux ordinateurs ne seront pas capables de communiquer par défaut. Puis, ils vont avoir une adresse qui est une adresse utilisée quand on n'a pas justement réussi à avoir une adresse normale. Cette adresse-là, c'est 169. quelque chose là. Donc, attends. 169.254, quelque chose. Donc, qui est généré aléatoirement. Donc, quand ça ne réussit pas, c'est ça qui se passe, mais c'est un routeur qui est bien configuré. Quand tu te connectes sur un réseau, le routeur va pouvoir, lui, qui est aussi un serveur DHCP en même temps, là, donc va pouvoir t'indiquer, ben, nous autres ici, on est le réseau 192.168.1.x, okay, avec mon masque de sous-réseau, hein, qui me dit que c'est toutes ces valeurs. Les trois premières valeurs sont statiques, tu ne peux pas les changer. Et la dernière valeur, tu peux la changer complètement. Puis on a un serveur DNS quelconque. Okay? Puis en passant, je suis ta passerelle par défaut pour être capable de communiquer avec l'Internet. Puis moi, je suis à 192.168.1.1. Fait que le serveur DHCP est capable de faire ça, qui est directement sur ton routeur.
quand on travaille dans un réseau plus large, OK, qu'on a besoin de plusieurs machines pour gérer les différents services, parce que le principe, c'est que si on met tout sur la même machine, puis qu'il y a trop de monde qui essaie de communiquer avec, c'est plus capable de fournir. Donc, quand on est sur un réseau d'entreprise, on va avoir la passerelle qui est connectée à l'Internet, mais il va y avoir habituellement un serveur DHCP qui va être à côté, okay, qui va être une autre machine, qui va pouvoir répondre à nos différentes requêtes. Donc, on a ce principe-là qui est en place, cette topologie-là qui est différente dépendamment de sur quel réseau tu es en train de travailler. Le principe, c'est que tant que tu arrives sur un réseau et qu'il y a un serveur DHCP, c'est correct, tu vas être capable de recevoir une adresse. Fait que comment est-ce que ça va se passer, la génération de cette adresse-là? Donc, on peut regarder ici quand tu es un nouveau client. Okay? Fait que j'arrive avec mon portable ou je suis en train d'installer un nouvel ordinateur dans un laboratoire ou j'arrive dans ma maison puis je plug mon ordinateur pour la première fois. J'ai pas d'adresse. Fait que à ce point-là, le client va envoyer sur son gentil fil réseau une demande d'adresse. Fait que là, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir le principe de diffusion puis de monodiffusion. Donc, le principe de diffusion, on va regarder. Trouver une petite image. Excellent. Et regardez ça ici. Donc, le principe, c'est que quand j'envoie un message, okay, jusqu'à présent, on s'était toujours dit que on avait une adresse de source, une adresse de destination. Fait que le principe, c'est que quand moi j'envoie le message, je vais être capable de dire voici la personne qui devrait le recevoir. Là, la problématique, c'est que quand je suis sur un nouveau réseau, je n'ai aucune connaissance de qu'est-ce qui est déjà en place. Je ne sais même pas c'est quoi les adresses du monde. Je ne peux pas demander au serveur parce que je ne sais pas c'est qui le serveur. Je ne sais pas c'est qui peut m'aider en ce moment. On va avoir différentes méthodes, okay, pour être capable d'envoyer des paquets. Donc ici, le unicast, ou en français la monodiffusion. Hein, donc ça permet d'envoyer un envoi à un élément précis, qui est ce qu'on a vu depuis le début, là, la méthode pour 99% des communications, ça utilise ça. Mais parfois, quand j'ai besoin de comme juste crier sur un toit « Hey, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? » Ben, on a un deuxième type qui va être la diffusion, le broadcast. Donc, le principe du broadcast... Pardon? Ouais. C'est n'importe quel point qui est un point spécifique sur le réseau. Fait que ça serait n'importe quoi qui aurait une adresse IP. Fait que ça pourrait être soit un ordi, soit un routeur, soit une switch. Ça pourrait être n'importe quoi ici. N'importe quoi avec quoi tu peux communiquer de manière directe. Fait que le principe du broadcast, c'est de dire le message de la manière qui est construit. Ça va être pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis à ce point-là, on va avoir possiblement un de ces pastilles-là qui va être mon serveur, qui va pouvoir répondre. Hein, parce que le principe, c'est que si je le crie à tout le monde, ben, j'espère qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va pouvoir me répondre. Fait que quand on travaille avec cette mécanique-là, on a notre point initial qui est notre diffusion. Hein? Fait que ça, c'est le broadcast. Je le crie à tout le monde. Je veux demander une adresse.
Aidez-moi! Puis à ce point-là, le serveur, lui, est capable de envoyer de manière directe. Il y a quelqu'un qui crie, et il y a quelqu'un qui va y répondre de manière individuelle, hein, pour pas crier à son tour sur toutes les toiles, on n'a pas besoin. Voici, yo, moi je suis un serveur DHCP, voici une adresse que je peux te proposer. Puis avec cette adresse-là, tu vas être capable de participer sur notre réseau. Là, la problématique, c'est que le client, il n'a pas encore cette adresse-là. Il n'est pas encore capable de se dire « je suis à cette adresse-là » parce qu'il n'a pas été accepté encore. J'ai une question de Jacob. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des serveurs DHCP, sur un réseau, t'en veux juste un. C'est simple. Fait que le principe, c'est que par réseau, il va y avoir juste un serveur DHCP qui va gérer ça. Il y a des sous-protocoles qui permettent d'en avoir plusieurs avec de la redondance et ainsi de suite, là. Mais le principe, c'est que c'est comme une entité, que derrière, il y a comme des choses fancy qui fait en sorte qu'il peut en avoir plusieurs, là. Mais c'est fait pour qu'il y ait juste une personne qui réponde à la fois, là. Il n'y aura pas deux personnes qui vont répondre. Parce que si tu veux envoyer une information à quelqu'un, il faut que tu saches chez où. Et si tu ne sais pas c'est quoi l'adresse du réseau, okay, tu ne peux pas l'envoyer au serveur parce que tu ne sais pas c'est quoi son adresse. Il faut juste que tu cries sur le réseau « Quelqu'un, répondez-moi! » Exact. On espère qu'il existe, hein, parce que ça se peut que personne ne nous réponde. Donc, si le serveur existe, puis il se sent clément, il va nous envoyer de manière individuelle une réponse. Mais à ce point-là, c'est toujours un peu bizarre là, parce que lui, le serveur ne peut pas être certain que tu as reçu la réponse. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit en train de comme. Peut-être qu'en même temps, il y a un autre client qui est rentré. Il y a beaucoup de problématiques de timing dans la réseautique. Fait que le principe, c'est que pour répondre à cette demande-là, tu vas envoyer ici une deuxième diffusion. Okay? Donc, tu n'es comme pas encore certain que tu as l'adresse. Fait que tu le cries encore à tout le monde. Hey guys, moi je vais prendre cette adresse-là. Puis là, à ce point-là, le serveur DHCP va dire parfait, tu as maintenant cette adresse-là, on est capable d'arrêter de crier sur les toits. Donc, quand tu arrives sur un nouveau réseau, c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, on avait dit qu'une des propriétés du DHCP, c'était d'être capable de renouveler ton adresse. Hein? Donc, ton adresse, quand tu la reçois, là, habituellement, il va y avoir un délai avec lequel il faut que tu renouvelles cette information-là. Fait que à chaque 24 heures, mettons, il faut que, si tu ne reviens pas, elle va être remise dans le bassin d'adresses disponibles. Fait que quand tu vois que tu es sur le bord de ce renouvellement-là, tu peux demander au serveur « Hey, je suis encore là, je peux-tu avoir mon adresse encore pour un autre 24 heures? » Fait que quand tu fais un renouvellement de bail, ben là ici, tu l'as déjà ton adresse. Fait que justement, puis tu sais déjà il est où le serveur. Fait que là, tu es capable de faire une monodiffusion, là, un unicast. Tu es capable de juste dire « Hey, je veux renouveler mon bail, je suis encore là. » Puis le serveur peut te répondre encore une fois en monodiffusion en disant « C'est correct, j'ai bien compris, tout va bien. » Fait que quand tu envoies ces genres de requêtes-là, là, ça ressemble à ça, le format. Donc, on a ici l'adresse du client, l'adresse du serveur, l'adresse de la passerelle, l'adresse matérielle, le nom du serveur, différentes options de DHCP, donc, tu sais, comme ça va prendre combien de temps va le délai, le serveur DNS, donc un paquet d'informations additionnelles qui peut venir avec.
Et que quand on travaille avec qui c'est qui offre des serveurs DHCP, parce que c'est un logiciel qui nous permet de gérer ça. Donc, on a des DHCP serveurs sur Linux, Microsoft est capable d'en faire, puis aussi les routeurs, des routeurs professionnels, comme mettons la compagnie Cisco, qui est la plus grande compagnie de réseautique, fait des routeurs. Fait que eux, ces routeurs-là sont capables de gérer des serveurs DHCP. Donc, c'est tout disponible, tout avec leur propre méthode de configuration, avec leur propre comme syntaxe de configuration, mais ultimement, ils font tous le même rôle. Fait que ça, c'était notre premier service qu'on parlait, le rôle de serveur DHCP, qui est important pour être capable d'avoir une adresse sur un réseau. Deuxième rôle intéressant, qui est fourni seulement par les serveurs Microsoft, c'est ce qu'on appelle le Active Directory, ou plus communément appelé le AD. Donc, c'est un service de domaine qu'on appelle. Donc, le nom de qu'est-ce que c'est supposé de faire, c'est ce qu'on appelle un service de domaine. Puis la version de Microsoft, eux autres, ils ont appelé ça le Active Directory. Fait que le Active Directory, c'est un service d'annuaire. Donc, pense à un bottin téléphonique pour les systèmes d'exploitation de Windows. Le LDAP, là, c'est le Lightweight Directory Access Protocol. Fait que le principe de Active Directory, ça va être d'être un annulaire de téléphone pour chacun des clients possibles qu'on peut avoir à l'intérieur d'un réseau. Donc, quand tu as ton adresse courriel de l'ETS, à cette adresse courriel-là, il y a un nom d'associé, un prénom, un courriel, un numéro de téléphone. C'est quoi, mettons, les laboratoires auxquels tu as accès? C'est quoi les courriels qui comme sont sauvegardés quelque part? Ton accès au portail, tout ton accès à signer et ainsi de suite. Donc, ce principe de cette identité-là, c'est géré par Active Directory. Donc, ça va me permettre de gérer tout le monde, puis aussi d'avoir des politiques de sécurité. Donc, toi, en tant qu'étudiant, tu as le droit d'avoir accès à tel service, tel site web ou tel élément quand tu te connectes ou que tu es capable de te connecter à telle place. Ben, moi, en tant qu'enseignant, en tant que chargé de cours, je vais avoir un accès à telle autre affaire qui va me donner des accès différents avec des politiques qui vont être instaurées dépendamment de nos droits d'accès. Donc, ça me permet, les services d'annuaire, de prendre les consignes de sécurité établies par les administrateurs du réseau. Ça va nous permettre de distribuer un annuaire à tous les utilisateurs. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es dans, mettons, Exchange ou Outlook, là, puis que tu essaies de composer un nouveau courriel, si tu commences à taper le nom de quelqu'un à l'école, ça va autocompléter le nom. Ben, cette information-là, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Donc, ce bottin téléphonique-là, c'est le service de Active Directory. Donc, on va avoir un stockage d'un très grand nombre d'objets. Un objet, c'est comme une caractéristique. Donc, le nom, un numéro de téléphone, ton solde. Donc, le but ici, c'est de créer une identité, puis à cette identité-là, de rattacher le plus d'informations possible. Et comment est-ce que ça fonctionne? Bon, il y a une couple de concurrents qu'on appelle, là, qui sont des services de pas Microsoft qui essaient de faire la même chose, mais aujourd'hui, là, c'est très clair qu'il n'y a pas personne qui est capable de compétitionner. C'est pour ça que la concurrence ici est entre guillemets. Donc, ça l'essaye de faire des choses semblables, mais il n'y a rien, même pas dans, autant que ça me peine de le dire, il n'y a rien dans le monde des logiciels libres de Linux qui est capable de comparer à ce que le Active Directory est capable de faire. Il y a quelques termes qui sont importants à comprendre quand on travaille à l'intérieur d'un Active Directory. C'est, le premier, ça va être, les deux premiers en fait, là, c'est la portée puis l'espace de nom.
Donc, le principe, c'est la portée, ça va être qui est capable de communiquer avec quoi. Donc, on peut gérer un paquet d'ordinateurs, là, hein, fait que quand tu te connectes à un laboratoire, ben ici, tu utilises un compte qui a une portée qui est capable d'être joué dans le laboratoire. Mais si tu t'en vas, mettons, dans un poste quelconque, où c'est que c'est un poste d'administration, ou si tu t'en vas, mettons, je sais pas, à la cafétéria derrière, aussi qui ont des ordinateurs gérés par l'école, si tu essaies de rentrer ton compte, ben c'est hors de ta portée. Donc, ça devrait être capable de gérer qui est capable de faire quoi où. Donc, on a ensuite le principe de un espace de nom. Donc, à l'intérieur d'une même entreprise, on peut voir ça comme une segmentation du bottin téléphonique. Donc, en fait, l'espace de nom, c'est quelque chose que tu peux voir dans habituellement le nom du compte. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez votre compte, puis que vous avez vos courriels, vous autres, vous êtes à a-commercial.ens.etsmtl.ca. Bien, vous autres, votre espace, c'est ENS. Okay, pour dire que vous faites partie de cette catégorie-là, qu'on est facilement redirigeable. Moi, étant du côté non étudiant, ben, j'ai hugo.leblanc@etsmtl.ca sans avoir de espace de nom spécifique. On a le principe d'objet. Donc, ça ici, c'est n'importe quelle caractéristique, okay, ou n'importe quel élément qui veut faire partie de notre Active Directory. Ça peut être un utilisateur, un groupe, un serveur, une imprimante, n'importe quoi qui est une entité de quelconque. Là. Donc, à cette entité-là, à cet objet-là, on va avoir différents attributs. L'attribut, ça peut être le nom, le numéro de téléphone, le mot de passe, la liste des accès, n'importe quoi qui peut caractériser mon objet en question. Donc, dans l'Active Directory, il y a du monde, des ordinateurs, il y a des périphériques comme des imprimantes, il y a même des locaux, il y a des numéros de téléphone ou des téléphones eux-mêmes, d'entités téléphoniques, il y a des salles, ok? Il y a pas mal tout ce que tu peux penser qui est un objet ou une représentation d'un élément quelconque à l'école. Ça permet que, mettons, quand tu es dans Outlook puis que tu veux planifier une réunion, ben, tu peux dire regarde, c'est quoi les espaces disponibles demain que tous mes coéquipiers sont capables d'être disponibles. Fait que là, lui est capable de parcourir, mettons, les horaires de tes coéquipiers, hein, qui sont des attributs à des objets de tes coéquipiers. Ça peut parcourir les différentes salles de disponibles qui sont aussi des objets, puis d'être capable de gérer cet élément-là. On a aussi 3 éléments qui me permettent de regrouper plusieurs objets ensemble. Donc, on a un premier principe d'un conteneur. Donc, un conteneur, c'est vraiment juste une boîte, okay, que tu peux dire, voici plusieurs objets qui rentrent dans ce conteneur-là. Ensuite, on va avoir le principe d'arbre. Donc, le principe d'arbre, c'est je pars d'un élément commun, puis je vais avoir des branches qui descendent de cet arbre-là. Donc ici, on parle d'un arbre mathématique là, ou d'un arbre informatique, là, pas d'un arbre comme dehors avec comme une plante. Là. On part d'en haut, puis ça descend avec les feuilles de en haut vers en bas. Fait que le principe, c'est que tu as un élément commun qui pourrait avoir, mettons, des configurations initiales. Puis à partir de là, de ces configurations initiales, tu pourrais avoir 2 spécialisations. Hein? Donc, si vous faites votre code DNS 111 en ce moment, là, on parle un peu du même principe que l'héritage. Hein? Tu as un élément commun qui a des caractéristiques communes, des attributs communs. Puis là, tu as besoin de comme 2 versions qui ont ces caractéristiques communes-là, mais qui vont avoir leurs propres caractéristiques distinctes à partir de là. Puis de ceux-là, tu peux en avoir d'autres, puis tu peux en avoir d'autres, puis tu peux en avoir d'autres, et ainsi de suite. Fait que on peut aller chercher ces différents éléments-là. Puis finalement, on va voir le domaine. Donc le domaine, en gros, c'est, si on prend notre arbre, là, où c'est que chacun des éléments qui finit, c'est des conteneurs, le domaine, ça peut être des choses qui englobent plusieurs de ces éléments-là. Donc les domaines, ça va être surtout pour les politiques de sécurité qui vont être gérées. Donc, dans une entreprise, il va y avoir plusieurs domaines. Comme je vous l'ai dit, vous autres, votre sous-domaine, c'est ENS. Et je pense que c'est pas mal ça. Ensuite, on a le principe de forêt. Hein, donc, c'est juste un ou plusieurs arbres.
Ils n'ont pas besoin d'être communément, c'est juste un regroupement. OK? Donc, un exemple ici, Google.com et YouTube.com pourraient faire partie de la même forêt, hein, parce que c'est la même compagnie quelque part, mais ils ne font pas partie du même arbre parce que quelque part, ils n'ont pas les mêmes politiques de sécurité, mais c'est géré par la même compagnie, ultimement. Hein, fait qu'il faut que ça soit regroupé d'une quelconque manière. On a ensuite différents sites. Donc, les sites ici, c'est juste une duplication pour être capable de gérer habituellement les performances de sites externes. Si on parle d'une entreprise qui a plusieurs places, hein, il va y avoir plusieurs sites qui vont pouvoir communiquer entre eux. On a le principe de schéma. Hein, donc, si vous faites le cours de base de données aussi, ça va vous parler de quelque chose, là, le schéma de la base de données. Donc, ça va nous dire c'est quoi qui sont disponibles dans les différents attributs. Okay, donc, pour chaque objet, c'est quoi les différentes colonnes. Hein? On parle de base de données ou d'un chiffrier Excel, les différentes informations qui vont venir avec. Puis finalement, on a les contrôleurs de domaine, on a les unités organisationnelles qui va être, le contrôleur de domaine, c'est le serveur qui va être responsable de l'authentification. Donc le principe, c'est que tu as les informations de l'AD quelque part, puis là, tu as besoin de comme un intermédiaire qui va être capable de vérifier ton identité avant d'aller chercher ces informations-là. Fait que quand tu te logs sur un ordinateur, tu vas premièrement communiquer avec le contrôleur du domaine, qui lui va dire oui, ça c'est ton mot de passe, c'est correct. Puis à partir de là, tu peux aller chercher les informations, puis là, commencer à appliquer les politiques et ainsi de suite. Puis on a ici juste une unité organisationnelle qui est un conteneur, okay, comme on avait tantôt. C'est juste que c'est pour créer une hiérarchie à l'intérieur des arbres. Donc, il y a beaucoup de manières de comme segmenter. Okay, c'est un outil qui est vraiment fait pour des entreprises, là. Fait que c'est juste de savoir que c'est des mots-clés qui sont rattachés à Active Directory. C'est pas nécessaire de savoir dans les détails chacun de ces éléments qu'est-ce que c'est capable de faire. Fait que Active Directory, qu'est-ce que c'est capable de donner comme fonctionnalité? Ben, c'est capable de faire de l'intégration DNS qu'on dit dynamique. Ça veut dire que quand tu te logs sur un ordinateur, tu deviens comme cet emplacement-là dans le réseau. Ça va pouvoir identifier des objets, avoir un catalogue, être capable d'appliquer des politiques de sécurité, d'être capable de dupliquer de l'information entre différents sites. On a le principe d'arbre puis de forêt. Puis WINS, c'est un protocole pour être capable de déterminer le nom d'ordinateur à l'intérieur d'un même réseau. Une autre... oui, Jacob ici. Fait qu'ici, quand on travaille sur une entreprise, puis qu'on a besoin de dire, admettons, voici une... comment je l'explique bien? J'ai un exemple. C'est en gros, tu es capable de... Tu sais, qu'on parlait des différents sites, hein, puis qu'on était capable de comme segmenter notre organisation. Le principe ici, c'est que quand tu prends ton environnement Active Directory, puis que tu as besoin d'être capable de déployer ça quelque part d'autre. Mettons que ton entreprise ouvre une nouvelle succursale quelque part, ben, il va falloir être capable de gérer qu'à cette entreprise-là, il va falloir qu'elle ait accès à toutes les mêmes informations, mais tu ne veux pas nécessairement faire en sorte que quand il y a une requête de là, ça passe à travers tout l'Internet pour aller sur un autre serveur, puis que là, la réponse passe à travers sur l'Internet pour tout être à faire, juste pour savoir est-ce que ton password était correct. Fait que le principe ici, c'est que quand tu as un premier serveur, il va être capable de dupliquer son information, puis il va être capable de se synchroniser entre les deux. OK? Fait que, est-ce que ça clarifie le principe de duplication d'informations? Ou réplication aussi, ça serait un autre synonyme. Ouais, ben c'est ça. C'est le principe de synchroniser des données ensemble, puis de faciliter cette synchronisation-là.
Exactement, exactement. Non, c'est ça. Excellent. Parfait. Dernière chose qui est vraiment importante quand on travaille avec Active Directory, ça va être ce qu'on appelle les politiques de droit ou les politiques de sécurité. Donc, les Group Policy, ça permet de gérer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos différents objets. Donc, un exemple, c'est quand ces Group Policy objets-là sont associés à un ordinateur, ben, ça pourrait faire en sorte que l'ordinateur n'est pas capable d'utiliser d'imprimante ou n'est pas capable de se connecter sur un tel compte ou n'est pas capable d'accéder à Internet. Donc, quand, admettons, vos comptes utilisateurs, hein, qui sont des objets dans l'Active Directory, ils ont une politique de sécurité qui est rattachée, hein, ce qui vous empêche, admettons, d'ouvrir le gestionnaire de tâches ou qui vous empêche d'arrêter le système ou qui vous empêche d'écrire sur le sous-dossier de Windows. Donc, un des fondements, okay, puis un des plus-values de Active Directory, c'est vraiment d'être capable d'avoir une politique de sécurité, un principe de sécurité fondamental qui va être capable d'être appliqué unilatéralement là, sur toutes les entités, tous les objets du réseau, puis d'avoir un contrôle centralisé pour être capable de savoir qu'est-ce qui se passe à toutes les étapes, avoir des logs de chacun et ainsi de suite. On a jasé vite. Le end of slideshow. Fait que je me sens clément, on va s'en garder pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine au laboratoire, vous allez travailler avec Windows Server. Donc, vous allez repartir vos machines virtuelles pour être capable de gérer ces installations-là. Puis, la semaine prochaine, on va avoir un dernier cours sur les fondements de la sécurité informatique pour être capable de voir c'est quoi des attaques informatiques, c'est quoi le piratage, ça veut dire quoi de hacker des choses, okay? C'est quoi les vecteurs d'attaque dans des entreprises. Donc, juste un éventail puis un aperçu de comment est-ce que ça fonctionne, la sécurité informatique dans notre environnement courant.